cherchons, mais que nous n'arrivons jamais vraiment à accueillir. Quand on croit l'attraper, ça s'envole. Mais en tout cas, je suis au moins convaincu d'une chose, que c'est qu'il y a une direction. Il y a une direction, il y a une manière d'interroger, il y a une manière de comprendre, et qui est importante pour tous. Que ce soit pour un jeune homme, que ce soit pour un bébé, que ce soit pour un adulte, que ce soit pour quelqu'un d'âgé, mais tout cela, nous sommes en progrès. Et la vraie question, nous sommes en progrès et dans toutes les sociétés du monde. C'est peut-être là l'autre nouveauté, c'est que le savoir s'est démocratisé. C'est que le savoir s'est démocratisé. On est sorti de la société traditionnelle où certains étaient seuls détenteurs de savoir, comme certains étaient seuls détenteurs de pouvoir, à une société où le savoir s'est démocratisé. Or, c'est le savoir démocratisé qui est, je dirais, la base de la société. Bon, moi je voulais plutôt revenir sur l'écriture même du VET. Bon, je dis c'est bien beau d'écrire, parce qu'aujourd'hui on écrit parce qu'on a une base. On a une base, ce sont les textes oraux qui sont là, on a des compteurs qui sont là. Moi je voudrais plutôt intervenir par rapport à la survie même de cet art-là qui est le VET. Nous écrivons, certes, mais si à la base, le compteur disparaît, si le compteur disparaît, on n'aura plus d'outils. Est-ce qu'au lieu de simplement écrire, traduire ce qui a déjà été dit, est-ce qu'il ne faudrait plutôt pas œuvrer pour le retour vers cet art-là, c'est-à-dire promouvoir davantage cet art-là afin que les jeunes s'y intéressent et qu'on ait un peu plus d'initiation et que là, qu'on est tout simplement en train de traduire et de transcrire, puisse survivre et qu'on ait des nouveaux textes. Alors, vous me faites un procès dans lequel je ne suis pas du tout. Chacun fait comme il peut par rapport à sa mission. Je suis un professeur de philosophie qui se retrouve devant des textes, qu'ils soient oraux ou écrits, et qui, au lieu de se dire, bon, je vais enseigner la critique de la raison pure, je me dis, tiens, allez, on pourrait enseigner là-dessus. Voilà. Est-ce que on va me faire ce procès pour avoir décidé un moment en disant, bon, autant j'enseigne la critique de la raison pure ou les méditations métaphysiques de Descartes, autant je peux enseigner à partir de cela. Est-ce que ce n'est pas un plus pour une compréhension de notre propre société? Or, autre chose est maintenant de se dire, et je n'en ai ni les moyens politiques, ni les moyens de décision, mais de dire, au fond, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il y ait de plus en plus un appauvrissement, notamment par rapport aux comptes? Et vous le savez bien, notre société est en train de changer, elle change depuis des années. Elle change pourquoi? Parce que le soir au village, devant le feu de bois, ça n'existe plus. D'autres, la télévision s'est installée, etc., etc. Donc du coup, ce n'est plus le lieu de rassemblement. Le VET, par rapport à d'autres sociétés en Afrique centrale où le VET existe, le VET est encore très vivace chez nous. Pour l'une des raisons, un jour au Cameroun, on posait la question, je disais au fond, en réalité, la différence entre vous et nous, c'est que il y a encore un moment du VET dans nos sociétés au Gabon qui est le moment des grandes vacances, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a encore une pratique sociale qui sont la retraite de deuil. Le jour où il n'y aura plus de retraite de deuil, eh bien, il y aura plus de VET. Donc, est-ce que, je le dis, je l'analyse, mais je n'ai ni les moyens de dire aux gens continuez à célébrer les retraites de deuil, ni les moyens de dire aux gens, etc. Moi, je dis simplement, voilà, j'analyse. Je dis, il faut simplement, quand on en est conscient, bien, si on peut faire ce qu'il faut, en tout cas, moi, je continue à participer, à faire la retraite de deuil des gens de ma famille et d'autres. Je pense que c'est très important, parce que c'est une manière de rendre témoignage pour ceux qui sont partis, ceux qui nous étaient chers. Alors, donc je ne suis pas du tout dans la logique de la profanation, je ne suis pas du tout dans la logique de casser des traditions, je ne suis pas du tout dans la logique de dire, bravo, j'ai réussi à avoir la chance qu'encore à mon époque on récitait ça et donc j'ai ça. Non, je suis dans la logique de dire simplement, il y a des choses qui sont là. Eh bien, comment cela fonctionne-t-il? Et qu'est-ce que ça veut dire?
Je ne suis ni Dieu qui pour dire que, au fond, voilà comment on pourrait perpétuer ça, etc. Je n'ai pas les moyens de ça. Et, professeur, pour terminer justement cet axe de l'intellectuel gabonais, une dernière question, à mon sens cruciale. Quelle est la condition actuelle de l'intellectuel gabonais et surtout, a-t-il un avenir? Mais l'intellectuel, comme j'ai dit, dans toutes les sociétés, pas seulement au Gabon, a un avenir difficile. Un avenir difficile parce que, au fond, ses capacités d'intelligence sont les mêmes, mais sur quoi doit-il travailler et comment doit-il travailler? Quels sont les vecteurs qui vont faire en sorte que ces idées vont porter? Et ensuite, quelle peut être son éthique? Comment doit-il s'engager pour que son engagement ait du sens? La grande difficulté est celle-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un est diplômé de l'enseignement supérieur qu'il devient intellectuel. Je pense que être intellectuel, c'est aussi avoir une sorte d'éthique et de respect. Et respect que n'a pas toujours, je dirais, entre guillemets, l'engagement politique, qui fait qu'on va d'une alliance à une autre, alors que l'engagement intellectuel, c'est justement, ou en tout cas au sens où moi je l'entends, la compréhension des présupposés, la compréhension des intelligences, la compréhension de l'intelligence d'un texte, eh bien, tout cela doit être au contraire la marque de l'ouverture, la marque de la simplicité, la marque de la compréhension. Merci, professeur. Expliquer plus pour comprendre mieux, je pense que c'est vraiment l'adage qui guide au fond ces échanges. On passe maintenant à la deuxième étape, et la dernière d'ailleurs, la francophonie et langues africaines. Une question comme ça que je pose comme ça rapidement, à brûle pour point. Est-ce que nos langues locales au niveau du Gabon doivent tourner autour du français? Est-ce que nos langues locales doivent faire l'apologie du français? Ou est-ce que le français doit aider nos langues locales à se hisser au rang de langue comme le français, comme l'anglais, donc parler, lu, enseigner dans les universités? La question des langues, qu'elles soient nationales ou mondiales, est une question terrible. Parce que, ainsi que vous le voyez, eh bien, une langue est souvent le réceptacle d'une identité. On parle de l'identité française parce que celui qui est censé parler le français est un Français. On parle d'identité, je sais pas moi, Fan ou Pounou, parce que celui qui parle cette langue est lié à un substratum ethnique. Donc la vraie... Et c'est pour ça que quand je dis que c'est une question terrible, c'est parce que, au fond, on voit donc bien les ressorts qui confinent à cela. Ça veut donc dire que c'est chaque groupe, c'est chaque ethnie, c'est chacun qui se sent en responsabilité de sa langue, qui doit être donc en mesure de la célébrer, de la faire travailler, de la faire avancer. Donc, si on prend la francophonie comme, au fond, l'espace mondial dans lequel 275 millions d'individus parlent d'ensemble le français, bien cet espace cet espace est une construction. Et cet espace n'est pas, je dirais, en contradiction avec les espaces ethniques, nationaux, où l'on puisse parler d'autres langues. On voit bien toute la complexité, toute la contradiction. Ça veut dire qu'au fond, comment, entre vous, en vous-même, aujourd'hui, qui êtes-vous? Vous êtes une pluralité d'identités, si on veut parler ainsi, qu'on peut définir soit par vos expériences, soit par les lieux où vous avez vécu, soit par les langues dont vous parlez.
Donc, et on voit bien que, au fond, le monde dans lequel à tout être était assigné une langue, eh bien, était un monde, je dirais, ouvert à toute forme de conflit. Et que le monde dans lequel, justement, on sera plurilingue, eh bien, ce sera un monde où, finalement, parce qu'on pourra parler avec l'autre et le comprendre, il ne sera pas celui qui ne sait pas parler. Le barbare, c'était celui-là, celui qui ne sait pas parler la langue, comme chez les femmes on désigne le bilope, et je suppose dans d'autres langues, ainsi de suite. Donc celui qui ne sait pas parler. Or, en réalité, à partir du moment où vous partagez la connaissance, le savoir, et cela dans diverses langues, eh bien, l'ouverture se fait, et les conflits, à mon avis, la paix peut se construire. Donc, en réalité, la question de la langue, quand elle repose sur une sorte de mono-ethnie, de monoculture, eh bien, n'est pas du tout une construction, je dirais, intéressante, puisqu'elle est, comment dire, elle est symptomatique, elle charrie avec elle la logique des conflits. Bon, lorsqu'on voit moi je vais revenir dans la situation du Gabon, on a parlé tout à l'heure de plurilinguisme, et que la langue permettait effectivement de réunir un certain nombre de communautés qui n'étaient pas issues d'une, j'ai envie de dire, communauté ethnique identique. Au Gabon actuellement, on observe deux situations, une situation de ce qu'on peut appeler une situation ethno-linguistique, une situation socio-linguistique. Sur le plan ethno-linguistique, on a par exemple les langues locales. Moi j'ai fait l'inventaire il n'y a pas très longtemps. Oui. Même si on préfère parler, non pas de langue, mais de parler, ça c'est un autre débat. C'est ça. Pour savoir qu'est-ce qu'une langue, etc. Donc ça fait 56 parlés. Et sur le plan socio-linguistique, on se retrouve avec deux grands blocs. Le bloc des langues locales, Oui. et le bloc du français. Tout à fait. Moi, j'aimerais savoir comment vous appréhendez en fait cette disparité-là, c'est-à-dire entre 56 qui forment un bloc et le français qui forme un deuxième bloc, en sachant bien sûr que d'une part on a de langue locale et de l'autre côté on a une langue qui est en principe étrangère. Et d'abord, parce que vous l'avez un peu expliqué quand vous avez commencé à présenter les choses, d'une part, au fond, l'écriture de la carte du Gabon n'est pas forcément un lien qui donne une unité de compréhension à ces langues, à ces parlers du moins. D'accord? Puisque, je dirais, que ce soit au plan de la grammaire, que ce soit au plan des syntaxes, ces langues ne se ressemblent pas forcément. Et qu'il n'y a pas forcément, c'est parler, et qu'il n'y a pas forcément de compréhension immédiate de l'une à l'autre. Donc nous sommes donc bien dans une phase de la construction d'un individu qu'on appelle le Gabonais, malgré tout ça. Et cette construction, elle va se faire moins dans cette diversité des langues qu'avec une autre langue qui est au fond la langue imposée, la langue qui est arrivée, le français. Alors, mon analyse de ça, c'est qu'en réalité, autant les langues vont tirer vers, je dirais, les mouvements d'enfermement ethnique, autant le français va apparaître comme une langue d'ouverture. D'ailleurs, on le voit bien quand plusieurs individus se rencontrent à Libreville ou dans un village du Gabon, mais que ces individus hésitent parce qu'elles n'identifient pas l'autre sur son ethnie ou sur son appartenance clanique, eh bien, la langue sur laquelle on va essayer de se retrouver, c'est le français. Parce qu'on est sûr au moins que là, on peut échanger. Donc c'est ça pour moi, et donc du coup, et on voit bien dans les politiques linguistiques que nous menons par défaut, puisqu'on devant ces 56 parlers, on ne dit pas, il n'y a pas un texte juridique qui dise, bon voilà, on va en choisir 4 ou 5 qui vont être les parlers de base, qui vont avoir un statut de langue nationale, hein, par rapport à une langue officielle qui serait le français. Mais tout cela est laissé, je dirais, dans une sorte
de flou artistique, parce que justement, celui qui prendrait la décision de prôner telle langue plutôt telle autre créerait une situation de conflit. En tout cas, c'est mon analyse à moi. Et cette analyse pousse bien aussi une chose dans la compréhension de notre société. Quand on regarde cette société, je dirais que les langues, c'est peut-être plus difficile. Mais je vais prendre la musique. Je vais prendre la musique parce que c'est beaucoup plus facile et que les musiques peuvent aller ensemble. Quand on regarde l'histoire de la musique gabonaise moderne, cette musique, elle est jouée depuis l'Arion Gema et la Faux Succès et d'autres. Elle est d'abord une musique qui est en copie du rythme, je dirais, afro-cubain qu'est la rumba. Rythme afro-cubain que vont reprendre, qui sera repris dans toute l'Afrique centrale, notamment au Congo, en RDC, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? À partir des années 70, quelques musiciens vont tenter de traduire les rythmes nationaux, tels Pierre Akenenge, etc., etc. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de cette période? On va vivre jusqu'aux années 90 un mouvement assez curieux, c'est-à-dire que tant que c'est une musique étrangère qui est jouée dans une boîte de nuit, bien tout le monde va danser, va se sentir à l'aise, mais quand arrive un rythme joué par Pierre Akenenge, eh bien, vous allez avoir trois types de mouvements. Mais d'abord, les originaires du substrat, de l'interlangue devient Akenenge, qui vont se lever parce qu'ils vont reconnaître un rythme de chez eux, ils vont danser mieux que tout le monde. Et puis, vous allez avoir un deuxième groupe qui, lui, va un peu, je dirais, imiter, mais qui ne sait pas faire. Hein. Et puis, un troisième groupe qui va se dire, moi, je ne connais pas, c'est pas de chez moi, je reste. Et va arriver aux années 90, après cette conjonction de rythmes et de foisonnement d'artistes de divers lieux du Gabon, des étudiants de l'université dans le groupe Mbala vont inventer un morceau de musique dans lequel il va y avoir tous les rythmes du Gabon. Alors là, à partir de ce moment, les choses changent. En un morceau de musique qui dure 5 minutes, eh bien, tout le monde va se lever. Et chacun en se disant, bon, c'est pas grave, dans le morceau, il y aura le lieu où je pourrais dominer les autres. Par mon pas de danse. Mais ce mouvement, cette construction, c'est la construction de l'unité, tout en respectant la diversité, mais tout en respectant aussi les pas de danse des autres. Donc du coup, ça veut donc dire qu'on peut sortir du piège des langues qui séparent pour rentrer dans une logique commune. Et là, cette musique n'est plus femme, n'est plus mienne, n'est plus, etc., etc. C'est une musique qui, au fond, mise en place par les étudiants, et chacun des chanteurs va passer d'une langue à une autre, mais au cours de ce morceau de musique, on va voir tout ça. Donc ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans le pragmatisme de la société, et c'est peut-être ce pragmatisme, je dirais, auquel notre société nous invite, parce que, justement, le message, en tout cas, qu'on voit bien, c'est ne pas donner une loi qui favoriserait telle langue plutôt que telle autre, mais dire que ces langues existent. Alors peut-être la difficulté, c'est qu'on n'a pas suffisamment donné les moyens pour perpétuer ces langues, pour leur donner les moyens de ces diversités, d'être enseignées. C'est peut-être là qu'il y a une difficulté. Mais ça veut dire aussi un vrai coup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut les enseigner, il faudrait les enseigner toutes, et non pas quelques-unes. Même celle qui n'est parlée que par 100 habitants devrait pouvoir être enseignée, je dirais, rien que pour l'honneur de l'esprit humain. Sinon, on serait dans une logique de génocide linguistique. Et je pense que toute la prudence, ça c'est mon analyse, que je fais quand j'essaie d'analyser ce phénomène au Gabon, toute la prudence de notre société, c'est justement d'avoir essayé de comprendre que les langues sont comme des bombes, et que celui qui tenterait de mal les désamorcer, eh bien, commettrait une faute très grave. Je ne sais pas si mon analyse de la situation vous inspire. Oui, bien sûr. Vous parlez justement de génocide linguistique. Est-ce qu'aujourd'hui, le français n'est pas l'arme idéale qui est en train de réaliser un génocide linguistique justement au Gabon?
Vous croyez? Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout parce que ce n'est pas un problème du français. Le français, lui, s'enrichit des langues gabonaises. Il en prend des mots, etc., etc. Mais le français n'a pas institué une règle pour dire que parce qu'on est gabonais, on ne doit plus parler langue gabonaise. C'est pas le français. Vous voyez? Ce que je veux dire simplement, c'est que parce que le français, au contraire, plus il y aurait de langues, plus il s'enrichirait. Donc la vraie question, c'est, et je pense que beaucoup de nos langues aussi sont en train de s'enrichir du contact avec le français. La vraie question, c'est comment s'enrichissent-elles? Comment se déploient-elles? Et en même temps, comment prennent-elles appui sur les autres langues gabonaises? Parce que c'est là, c'est dans cette intercompréhension avec les autres langues gabonaises qu'elles pourraient là aussi s'enrichir. Imaginons, d'abord le français lui-même n'est pas une langue, est une pluralité de langues qui sont venues se greffer dans son histoire avec elle. Et donc, ce qu'on pourrait imaginer, si on pouvait réfléchir dans 1000 ans, ce que pourrait être la langue gabonaise, c'est qu'elle serait dans une nouvelle langue, hein, qui serait tout à la fois le français et d'autres langues qui seraient venues par là, mais que tout cela ne serait plus contradictoire. Vous voyez? Oui, mais professeur, la langue, c'est tout de même le vecteur par excellence de l'expression de la culture et de l'imaginaire d'un peuple. Est-ce qu'il n'est pas gênant de voir des jeunes Gabonais penser, rêver même dans une langue autre que la sienne? Parce qu'aujourd'hui, à cause ou grâce, c'est selon, aux Français, la jeunesse gabonaise est en train de divorcer avec ces langues. Alors ça me rappelle, cette question me rappelle un article de Tchelano Toutou dans notre librairie en 91, qui est un article sur la littérature gabonaise en disant justement cette célèbre phrase: le français n'est pas nos langues et nos langues ne sont pas le français. Je peux faire le lien avec cette question. Alors, moi, la question de la culture, d'abord, toute culture évolue. Une pratique sociale qui était valide il y a 20 ans n'est plus valide, ne peut ne plus être valide aujourd'hui parce que la société a évolué. Et que toute société, au fond, parce qu'elle évolue, est donc le lieu de métissage, le lieu de mutation. Métissage et mutation, c'est la même chose. C'est-à-dire de quelque chose de nouveau qui se crée à chaque fois. Et moi, j'en viens là-dessus sur la question des identités. L'une des choses quand j'observe cela, c'est comment, quand on regarde le Gabonais, dans sa société aujourd'hui, par rapport à l'espace Afrique centrale. Il y a une chose aujourd'hui qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, les Gabonais du nord du Gabon, quand ils vont en Guinée équatoriale, ils n'ont pas très peu besoin de traduction en langue fan. Il en est de même façon quand ils vont au Cameroun, au nord du Congo ou en Centrafrique. Les Gabonais qui sont du Haut-Togo, quand ils vont à Brazzaville, ils n'ont aucun problème de traduction. Et pourtant, que se passe-t-il? Un phénomène curieux. Il se passe que, petit à petit, eh bien, la construction d'identité gabonaise, eh bien, même si on a une communauté linguistique avec le Camerounais, même si on a une communauté linguistique avec le Congolais, mais il va se créer un phénomène, c'est un rapprochement qui fait que votre voisin qui est à 10 km de la frontière, parce qu'il est Camerounais ou parce qu'il est Congolais, eh bien vous allez vous sentir plus éloigné de lui que par rapport à votre compatriote qui lui est situé à 1000 km de chez vous.
parce qu'il est Gabonais. Donc c'est cette construction nationale qu'il faut comprendre, qui est le sens, qui est le moteur. Et cette construction nationale nous invite donc finalement à ne pas particulariser, à ne pas séparer, à ne pas retomber dans des logiques ethniques. Mais par contre, à se dire que se crée là quelque chose de nouveau, et c'est lui mon voisin, c'est lui mon compatriote. Ce qui a donné des situations tout à fait curieuses. Quand il y a eu des violences, ou à Brazzaville, ou au Cameroun, eh bien, les Gabonais se protégeaient entre eux, même s'ils n'étaient pas de la même ethnie, alors qu'ils auraient très bien pu, je dirais, rentrer dans des logiques de rapport ethnique avec leurs compatriotes, avec les habitants des lieux où ils vivaient à ce moment-là. Donc en réalité, ce qui se crée, c'est que ce mouvement, au fond, de nationalisme, c'est cela. Hein, je dirais par-delà les ethnies. C'est quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est quelque chose qui a construit le Gabon depuis les années 60, depuis l'indépendance, qu'on retrouve dans le concept de Léomba, le Gabon d'abord. Ce n'est pas une question ethnique, et même cette question allait au-delà même des couleurs de peau. Donc, c'est pour ça que je dis la question de la langue, de la manière dont elle est posée au Gabon, elle peut être posée, peut être tout à fait destructrice à la construction fragile toujours de cette identité. Et je crois que nous avons justement à vivre cette pluralité. Je pense que ce que nous vivons bien aujourd'hui, parce que tout Gabonais vit cela, et avec aisance et à l'aise, c'est que tout Gabonais parle plusieurs langues. Gabonais va parler sa langue maternelle, va parler, s'il a un père d'une autre ethnie, il va parler aussi peut-être cette langue-là, mais il va parler le français, il va peut-être parler l'anglais ou l'espagnol. Donc quelque part, il est devenu à l'aise dans plusieurs langues, et on voit bien aussi les Gabonais qui sont de régions, je dirais, plurilinguistiques, plurilingues, vont parler plusieurs langues. Et ça va leur donner un plus. Or, moi je pense justement que c'est dans le monde qui vient, c'est celui qui parlera le plus de langues, comme dans notre pays, qui pourra mieux rencontrer la diversité de notre pays. J'aimerais, je dirais, j'aurais toujours rêvé parler plusieurs langues du Gabon, parce que je pensais que c'était là la clé qui me permettrait d'être au fond plus citoyen dans mon pays, et être à même de pouvoir mieux comprendre les choses dans une langue, c'est peut-être aussi mieux en comprendre l'intelligence. Professeur Mbéando, quand on vous écoute, on se rend bien compte que, peut-être pour résumer un tout petit peu, vous prenez finalement, l'idée que vous défendez, c'est que le bon Gabonais serait finalement le Gabonais qui est, pour être pratique, par exemple, de père Fang, de mère Pounou, ou de père Miennet, de mère Obamba, etc., etc. Et que finalement, les couples où on a les couples monoethniques, où c'est une seule ethnie qui domine, ne sont pas souvent profitables pour le pays. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que je peux résumer cela. Je n'ai pas dit ça. On peut avoir des parents d'une même ethnie, c'est une autre question. C'est un problème biologique, c'est un problème d'amour, etc. Mais la vraie question, comme vous me parlez, c'est la question des langues. Donc je dirais que moi je suis plutôt partisan d'un Gabonais qui parlerait plusieurs langues. Si on pouvait apprendre ces langues à l'école, ce serait encore mieux. Et qui parlerait aussi plusieurs langues du monde. Parce que, comme je disais au départ, quand je commençais, j'ai dit, il faut donner des armes pour aimer son pays. Pour aimer mon pays, il faut que je puisse parler plusieurs langues de mon pays, et pas seulement le français, et pas seulement ma langue femme, pour que je puisse comprendre à la fois l'histoire, les subtilités, et hériter de tous ces gens-là. Ensuite, pour qu'il puisse avancer, il faut que ce Gabonais puisse aussi avoir des outils qui vont lui permettre de comprendre le monde dans lequel il vit, toutes ces mutations. Et donc, c'est le mouvement de la science.
Et enfin, pour que ce Gabonais puisse vivre à l'aise dans le monde et ne pas rester dans son ghetto, il faut qu'il puisse avoir des langues qui vont lui permettre, et une connaissance, des bagages qui vont lui permettre d'aller partout dans le monde. Et donc, aller partout dans le monde, c'est